Bonjour monsieur le gouverneur. Bonjour monsieur Camara. Alors notre franc guinéen, comment est-ce qu'il se porte? Je pense que le franc guinéen se porte bien et j'espère qu'il ira de mieux en mieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité, Lousséni Nabé, est chargé de la mise en valeur de notre politique monétaire et d'échange. Il est à la tête de la Banque centrale depuis bientôt 4 années. Monsieur Nabé a été fier, voire même très fier, d'annoncer récemment que le taux d'inflation du franc guinéen est à un chiffre, une baisse historique. Comment est-ce que cette tendance pourrait-elle être maintenue, sinon que se poursuivre? La deuxième question à laquelle notre invité va répondre, ce serait de savoir comment est-ce que tout cet avantage va se transformer ou bien va transformer l'économie guinéenne et voire même les ménages. Donc, à ces questions, notre invité va répondre dans cet entretien que nous allons avoir avec lui dans un instant. Bienvenue, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, monsieur Camara. Alors, c'est à la surprise générale que vous avez annoncé que le taux d'inflation du franc guinéen est arrivé au point d'inflation 9,6. C'était attendu depuis des années et cela est historique. Oui, monsieur Camara, c'est vrai que c'était attendu depuis des années, surtout quand on sait d'où nous venons. Je dois dire que déjà en décembre 2010 et en janvier 2011, au moment où nous prenions en main les destinées de la Banque centrale, le taux d'inflation était à 21% et en raison des fondamentaux de l'économie, surtout de l'endettement excessif de l'État à la Banque centrale et auprès du système bancaire de façon générale, dû aux dépenses inconsidérées qui ont été faites, notamment pendant les années de la transition, on pouvait effectivement craindre que ce taux n'aille en empirant. Mais finalement, il a fallu prendre le taureau par les cornes, essayer d'entreprendre des mesures vigoureuses au niveau d'abord du gouvernement dans son ensemble, dans le cadre du programme que nous avons conclu avec nos partenaires traditionnels du Fonds monétaire et de la Banque mondiale sur la facilité élargie de crédit. L'État a décidé de fonctionner sur la base caisse, autrement dit, de limiter les dépenses qu'il effectuait strictement aux recettes qui étaient encaissées. Et je peux vous dire qu'effectivement, depuis janvier 2011, il n'y a pas eu d'endettement additionnel du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale. Donc cette discipline budgétaire rigoureuse combinée aux instruments de politique monétaire que la Banque centrale elle-même a mis en œuvre en ce qui concerne la gestion des liquidités, le resserrement de liquidités par les mesures que je vais citer tout à l'heure. Donc nous avons réussi effectivement à inverser cette tendance-là. Ces mesures ont concerné d'abord l'alignement du taux d'intérêt directeur sur le taux d'inflation pour que le taux d'intérêt réel puisse être positif. C'est un terme très technique. Ah, bien sûr, parce que tout simplement quand on dit taux d'intérêt réel positif, il faut faire en sorte que le taux directeur pratiqué soit suffisamment rémunérateur pour les déposants pour que ces derniers aient de l'intérêt à placer leur épargne dans les banques. Si le taux d'inflation est à 20% et que le taux directeur soit à 10%, vous comprendrez qu'en mettant l'argent à la banque, l'épargnant peut penser que c'est plutôt vers une perte qu'il se dirige dans ces conditions. Il va hésiter fortement. Donc le taux d'intérêt réel positif a été réalisé par l'alignement du taux directeur sur le taux d'inflation et ensuite nous avons agi sur les réserves obligatoires qui sont un instrument traditionnel de politique monétaire, c'est-à-dire faire en sorte que les banques puissent garder à la Banque centrale à tout moment un certain pourcentage de leurs dépôts à titre non rémunéré. Ça c'est au niveau des banques primaires. Au niveau des banques primaires, parce que la Banque centrale supervise les banques, elle les contrôle. Et dans ces conditions, la détermination de la politique monétaire est bien sûr l'un des éléments essentiels de sa mission. Donc le coefficient des réserves obligatoires a été revu à la hausse et en plus de cela, nous avons institué un marché interbancaire d'échange pour essayer de créer les conditions de la stabilisation du taux de change. Parce que vous savez qu'à un moment donné, chaque jour, le taux de change du franc guinéen se dépréciait par rapport aux principales devises. De sorte que, ayant mis en place le marché interbancaire d'échange, nous avons desserré la pression qui existait en ce moment sur le marché parallèle pour créer les conditions de rencontre des deux marchés. Et aujourd'hui,
C'est ce qui est réalisé. Vous avez constaté que... C'est vrai quand même au niveau de la stabilité du taux de change, cela s'étend sur pratiquement 2 ans maintenant. Le taux de change là vient s'ajouter à la discipline budgétaire, plus le resserrement monétaire. Les efforts devraient être salués par le FMI. Maintenant, au niveau du Guinéen moyen, au niveau des ménages, comment est-ce que tous ces acquis peuvent être transformer les ménages? L'inflation est un phénomène très nuisible pour toute l'économie, la macroéconomie, pour les ménages, surtout pour les plus pauvres. Comment? Quand les prix s'envolent, ceux qui n'ont pas de revenus ou qui ont peu de revenus, c'est les premiers à souffrir parce qu'ils ne peuvent avoir avec des revenus stables qu'une quantité moindre de produits. Ça, c'est très simple. Donc, la lutte contre l'inflation, la baisse de l'inflation, d'abord concerne la lutte contre la pauvreté. C'est une action qui peut être inscrite dans ce cadre-là parce que ça veut mettre à même les plus pauvres à acquérir avec le peu qu'ils gagnent une quantité plus importante de biens et de produits. La croissance aujourd'hui qui est recherchée par le gouvernement, absolument, mais aussi la lutte contre la pauvreté qui sont recherchées. Absolument. L'inflation participe vraiment à changer ces situations, à les améliorer. Absolument, absolument. Monsieur le gouverneur, de façon très simple, c'est quoi un taux d'inflation à un chiffre? Un taux d'inflation à un chiffre, très simplement, c'est un taux d'inflation inférieur à 10%. Et là, nous sommes à 9,6. Nous sommes à 9,6 depuis fin juin 2014. C'est vrai qu'on va à 2 chiffres, après 10%. À 20%, c'est préoccupant. Vers 30%, on a le risque d'aller vers ce que certains pays ont connu, une hyperinflation. Et nous risquions d'aller vers cela en raison des injections de liquidités qui ont été faites pendant les années 2009 et 2010. Heureusement, le gouvernement du professeur Alpha Condé a pris les mesures drastiques qu'il fallait, d'abord pour stopper cette tendance-là, pour arrêter la saignée et pour inverser la tendance. Je crois que nous sommes en passe de le réussir aujourd'hui. C'est bien de resserrer, de mettre des restrictions à certains points pour donner la forme à notre monnaie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dérangé? Ça vous fait pas mal de voir qu'au niveau des points de production, bien au niveau de certains éléments économiques, il n'y a pas d'apport, par exemple au niveau des mines, au niveau de l'agriculture, la production devrait venir pour conforter encore la position de notre monnaie. Vous avez tout à fait raison. Dans la durée, la monnaie ne vaut que ce que vaut l'économie. Elle est le reflet de ce qui se passe en profondeur dans l'économie. Mais c'est vrai, par où commencer? Quand nous avons une situation telle que la Guinée a connue au début des années 2000, il faut stabiliser. Il faut stabiliser pour créer les conditions de la croissance, de la relance de l'économie. Et je pense qu'on est sur cette voie-là. Nous sommes sur la voie de la stabilisation. Nous sommes sur la voie de la relance de la croissance parce que nous avons réussi la stabilisation macroéconomique et cela a été sanctionné par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE avec le programme de facilité élargie de crédit. Le gouvernement quand même a pris des mesures très très importantes dans le domaine de la relance de l'agriculture. Vous avez vu les effets concrets de cette relance-là. Vous avez vu que bien que le taux de croissance de façon générale n'est pas augmenté dans la proportion qu'on aurait souhaité, vous voyez que le taux de croissance du secteur agricole est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous le voyez sur le marché, depuis 3 ans, le prix du riz n'a pas augmenté. Depuis 3 ans, au mois d'août... Il y a une confirmation au niveau du ramadan. Au mois d'août, qui est la période de soudure, le prix du riz n'a pas augmenté. Depuis 3 ans, pendant le ramadan, comme vous le signaliez sous juste là, le prix n'a pas augmenté. Ça, c'est un aspect que l'on peut observer. C'est vrai qu'il y a d'autres secteurs, le secteur minier, le secteur industriel, le secteur des services, qui dépendent beaucoup des infrastructures économiques de base en termes de communication, en termes d'énergie, qu'il faut mettre en place. Et je pense que les efforts fournis dans ce domaine-là par le gouvernement sont aussi louables. Et je pense que dans les 2 prochaines années, on peut effectivement espérer que, avec la croissance du secteur agricole, les mines vont connaître un véritable boom et créer des ressources pour l'État de sorte à faire ensemble en sorte que tout ce mouvement se fasse dans le cadre
cercle cohérent. Monsieur le gouverneur, récemment au niveau de l'Assemblée nationale, le statut de la Banque centrale a été amélioré et on voit aussi qu'il y a des réformes en cours en termes monétaires, mais aussi en termes d'infrastructures. Vous avez vos agences qui se créent et bien qui sont réhabilitées. Jusqu'où aujourd'hui la Banque centrale veut aller? Écoutez, la Banque centrale veut se mettre au diapason de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que nous voulons atteindre les standards internationaux dans tous les domaines. Nous tendons vers cela. Effectivement, nous avons entrepris des réformes, comme vous le dites, sur le système comptable de la Banque centrale, qu'on a modernisé. Et après le système comptable, nous sommes maintenant sur le système national de paiement, en termes de ce qui peut être fait au niveau de l'infrastructure et de l'énergie du système de paiement, en termes de gestion des opérations avec la clientèle, en termes de la modernisation des transferts avec le système de RTGS que nous sommes en train de mettre en œuvre et que nous englobons dans le terme générique de core banking. Tout ceci est en œuvre avec, bien sûr, vous avez dû le constater, ce que nous avons fait au niveau de la nouvelle agence principale de la Banque centrale, la gestion des files d'attente, comme cela se passe partout dans le monde d'une manière électronique avec les tickets que les clients peuvent tirer au fur et à mesure de leur arrivée, de sorte à éviter effectivement les, disons, mouvements de foule incontrôlés que nous constations autrefois. Donc tout ceci est en cours, bien sûr, dans le cadre de la préparation de ce que nous appelons la matérialisation de l'inclusion financière, faire en sorte que les couches les plus larges de la population aient accès aux services bancaires. Parce que le système de paiement est là pour préparer ce qu'on peut appeler la monétique. Ce qu'on appelle la monétique. Ouais, là, ça se fait avec les banques primaires. Oui. À ce niveau, on s'étonne, on se pose des questions. Comment est-ce que la Banque centrale aujourd'hui tient ces banques primaires, étant donné que récemment, on a vu une banque partir en faillite, le cas de la Badam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des garde-fous pour maintenir ces banques-là dans la même lignée que la Banque centrale, c'est-à-dire la lignée évolutive? Ce que la Banque centrale peut faire dans le cadre de la supervision des banques, ça c'est l'une de nos missions essentielles. Contrôler les banques et prêter aux banques. Contrôler les banques de sorte à les amener à respecter un certain nombre de ratios prudentiels et de gestion. La Badam avait échappé à votre contrôle? Non, pas du tout. Pas du tout. La Badam n'a pas échappé. Si vous voulez, on va revenir à ça tout à l'heure. Mais je voudrais dire que tous les mois, les banques transmettent à la Banque centrale leurs états financiers que nos services examinent et en cas de besoin, nous envoyons des inspections sur place pour essayer de faire des vérifications plus en profondeur. Et si la situation l'exige, autrement dit, si la situation est davantage détériorée, nous faisons ce que nous appelons un placement sous surveillance rapprochée de la banque en question pour que tout ce qu'elle fait puisse faire l'objet de dissection de la part de la Banque centrale. Maintenant, pour revenir à la Badam, nous avons contrôlé la Badam, nous avons attiré l'attention. Nous avons trouvé qu'il y avait des ingrédients pour qu'une faillite puisse être enregistrée. Mais je peux vous dire que la dame est mort-née. Comment? La loi bancaire dispose que pour être agréée, une banque doit remplir 3 conditions principales. Présenter un plan d'activité qui puisse montrer sa viabilité dans le temps, libérer le capital minimum entièrement, que cette libération soit constatée dans une banque de la place ou à la Banque centrale, et avoir un partenaire technique, en l'occurrence un banquier de référence qui soit actionnaire à hauteur d'au moins 20% du capital. Or, la Badam a été agréée, me semble-t-il, en 2008, sans que les 2 principales de ces conditions ne soient remplies, c'est-à-dire la libération du capital minimum, qui était de 50 milliards, et la présence d'un partenaire technique qui était inexistant. Alors, la Badam, vous êtes rassuré au niveau des autres banques primaires, il n'y a pas de risque? Non, pas du tout, parce que les banques, toutes les autres banques ont prouvé la libération du capital par acte notarié.
Mais pour le cas de la BADAM, il y a eu des pressions effectivement qui ont été exercées sur la Banque centrale en 2008 pour dire, bon écoutez, l'État lui-même actionnaire, l'État a écrit pour dire, nous prenons 55% du capital, nous libérons pour le moment 2 milliards, nous libérerons par la suite les 22 milliards et demi, donc vous pouvez donner l'agrément. L'agrément a été donné en 2008, et en fin 2008, le président Conté a été rappelé à Dieu, les militaires sont intervenus, l'instabilité s'est installée, le temps n'a pas permis de la gestion quotidienne, n'avait pas permis de revenir aux promesses non tenues en ce qui concerne la BADAM, et la BADAM a évolué dans ces conditions-là. Les guichets étaient ouverts. Si vous ajoutez à cela la gestion qui a été pratiquée à la BADAM, vous aviez les ingrédients d'une faille. Ce que nous avons fait dans ce domaine-là, nous devions le faire parce que nous ne devons pas accepter, nous, Banque centrale, avec le comité des agréments que nous présidons, nous ne devons pas accepter qu'il y ait une graine pourrie qui puisse contaminer toute la bouchée d'arachide. Alors aujourd'hui, est-ce que la stabilité, on insiste dessus parce que vraiment c'est une fierté que de voir notre franc guinéen ramener à des proportions d'inflation très très acceptables. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des garanties qu'on ne va plus revenir sur les années à deux chiffres? Bon, c'est en tout cas le but de tous les efforts que nous faisons dans ce domaine-là. Les efforts qui sont menés, le soutien du gouvernement, l'installation des résultats que nous avons atteints dans la durée, nous prouve effectivement qu'il n'y a pas de raison que les mêmes politiques menées n'aboutissent pas aux mêmes résultats, dans le sens d'ailleurs de leur amélioration. Donc je peux vous dire que, comme je vous l'ai dit au départ en vous serrant la main, le franc guinéen se porte bien. J'espère qu'il ira de mieux en mieux. Le taux d'inflation est aujourd'hui à un chiffre. J'espère qu'il continuera sa baisse. Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, monsieur Kavara. Alors, la politique drastique exercée au niveau monétaire a produit ses effets. Aujourd'hui, nous avons un franc guinéen qui a un taux d'inflation à un chiffre. Merci donc pour ces efforts depuis 3 ans. C'est la fin de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci.